Bonsoir. Nous les avons tous remarqués, hein, ces livres dont les couvertures rappellent, dont les couvertures ont des visuels qui sont tirés d'adaptations cinématographiques ou audiovisuelles. Alors, évidemment, en ce moment, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas avec Pierre Niney en couverture, ou alors un autre exemple, par exemple La planète des singes l'année dernière. C'est un livre de Pierre Boulle qui est sorti en 1962, mais l'année dernière, on pouvait trouver le roman avec des cavaliers sur la couverture qui rappelaient vraiment l'univers du dernier opus de la saga hollywoodienne. Alors bref, voilà, le monde de l'édition et de la production, il semble bien faire cause commune sur certains textes. La France, d'ailleurs, c'est une championne des adaptations. Près d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle sur 5 est adaptée d'une œuvre littéraire. Alors, est-ce que l'adaptation produit des succès au grand et sur le petit écran? Et surtout, l'adaptation amène-t-elle à la lecture? Alors, pour parler de tout ça avec nous aujourd'hui, Cécile Boyer-Ringe, vous êtes directrice générale des éditions Point. Et puis, nous avons aussi Margot Bonhomme et Bertrand Levallois, respectivement co-auteurs de la série Nos vies en l'air et producteurs de la même série, une série diffusée sur la plateforme France TV. Et justement, on a avec nous à cette table pour représenter le diffuseur Morad Koufan, donc directeur des fictions internationales et jeunes adultes chez France Télévisions. Alors, Nos vies en l'air, c'est une série télé tirée d'un roman éponyme de Manon Margeton. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu. C'est voilà, l'histoire de deux héros, Mina et Océan, qui se rencontrent sur un toit où ils avaient tous deux l'intention de faire un grand saut dans le vide. Voilà, donc c'est un livre et donc une série qui traite du suicide et du harcèlement chez les ados, un thème très concernant. Et je vous propose d'en regarder un court extrait avant de passer au débat. Ça va être fou d'ici, hein. Et tu comptes sauter où, là? Parce qu'en fait, faut faire gaffe aux bagnoles. Si tu tombes sur une voiture, après la carrosserie, ça amortit le choc et tu te retrouves à survivre. Après, t'es en fauteuil. Tu te fous de ma gueule? Excuse. Vas-y, fais ce que t'as à faire, regarde. Moi, je suis pas là. Tu peux y aller. Tu crois que je vais pas le faire? Ah, si, au contraire, là, je te sens au taquet, c'est bien, moi. Ça me motive. Hein? Je suis venu faire la même chose. Pardon? Mais vas-y, hein, t'as la prio, je te regarde. Enfin, non, je te regarde pas, mais... C'est quand tu veux. Mais prends ton temps, surtout, hein, je voudrais pas te presser. Ok, tu peux partir, s'il te plaît? Ah, je te gêne, là. Un peu, je t'ai pas parti pour un suicide collectif, là, en fait. Ah non, attention, c'est pas collectif, hein, vu que je saute après, ça Ok, compte pas. pars, s'il te plaît, je t'en supplie, va autre part, trouve un autre spot, j'en sais rien, mais pars. Ok, grave, et je bouge. Et adieu, du coup. Alors Bertrand et Margot, comment vous découvrez le livre et comment vous vous dites, waouh, il y a là-dedans les ingrédients pour une bonne série? Alors le point de départ, c'est moi je recherchais une histoire qui traitait du mal-être adolescent, parce que je trouvais que c'était une thématique qui n'était pas forcément traitée de la manière dont moi j'aurais aimé la voir sur les différentes antennes. Voilà, et donc j'avais lu, je lisais quand même pas mal de bouquins qui pouvaient traiter de ça, et il y a eu une sorte d'évidence et de fulgurance quand je suis tombé sur le livre de Manon. Parce que déjà c'est une série qui se passe en nuit, donc il y a cette notion où le livre, on est happé dedans et on ne peut pas en sortir tant qu'on n'est pas allé jusqu'à la dernière page. Donc il y avait ce côté très haletant. Et puis après il y avait surtout derrière, pour moi, le challenge de se dire comment ça on va pouvoir le transformer en série, puisque justement comme on est sur une nuit,
qui a cette fulgurance, comment nous, tout d'un coup, on va pouvoir le décliner en série et en plusieurs épisodes avec toujours cette mécanique des cliffs, des choses comme ça. Et donc pour ça, fallait que je trouve l'auteur ou l'autrice qui pouvait transformer ce roman en série. Et pareil, il y a eu une sorte d'évidence, comme un petit peu sur le livre avec Margot, parce que Margot avait fait un très beau film qui s'appelle Marche ou crève en 2018, qui traitait d'un sujet assez dur parce que ça traite du handicap, mais surtout de l'émancipation d'une jeune fille qui est confrontée à ce milieu-là. Et ce que j'avais beaucoup aimé dans son long métrage, c'est que c'était un long métrage très chronique, chose qu'on n'a, nous, pas le droit du tout de faire en télé, bien évidemment, puisque nous, il faut qu'on ait des rebondissements, il faut qu'on ait des cliffs, des choses comme ça, et qui font partie de notre narration. Mais je voulais quand même conserver dans le roman cette partie chronique qui permettait pour nous, sur les personnages, de pouvoir vraiment s'accrocher à eux et d'aller plus profond dans leurs problématiques. Merci Bertrand. Je ne savais pas que j'allais venir aujourd'hui et avoir des compliments, donc c'est chouette, c'est une bonne nouvelle. Et ben, du coup, si je continue l'histoire, Bertrand m'a fait découvrir le livre de Manon et c'est vrai que c'est une autrice qui a un souffle assez époustouflant, une énergie qui se dégage immédiatement de son écriture qui m'a fait penser que tout de suite on allait faire un magnifique voyage créatif en l'adaptant pour la télévision. Il y avait quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'était effectivement la proximité avec les adolescents et la justesse c'est un livre, il existe toujours, hein, vous pouvez le trouver partout. C'est un livre les deux héros parlent à la première personne. Donc on est vraiment dans leur tête et on est très très proche de leur ressenti. Et il y a aussi, ce qui m'intéressait aussi, c'était la double temporalité, puisqu'on revenait en arrière, comme on l'a fait dans la série, sur ce qui leur était arrivé et la raison pour laquelle ils étaient sur le toit au début du livre. Voilà. Et tout ça, tous ces éléments-là, le fait aussi que Bertrand connaissait déjà les réalisateurs Anthony Georges et Jonathan Cohen, je savais pour qui j'écrivais. Tout ça m'a beaucoup motivée pour nous lancer dans l'adaptation. Voilà. Et Morad, vous, qu'est-ce qui vous fait signer? Qu'est-ce qui amène France Télévisions à s'embarquer dans ce projet Nos vies en l'air? J'ai pris mes fonctions après la signature, donc moi, je peux imaginer pourquoi on a signé ce projet. Je vois qu'il y a Le Comte de Monte Cristo et Nos vies en l'air. Je dirais que Nos vies en l'air a une voix particulière, une singularité, alors que Le Comte de Monte Cristo vise à l'universel. Et donc je pense que ce qui a plu à mes camarades lorsqu'ils ont choisi cette adaptation de ce livre, c'est cette voix particulière, singulière, sur ce portrait de la jeunesse en France à ce moment-là. C'est vraiment ça qui fait son originalité, je pense. Alors, adapter un roman, c'est un long travail de réécriture, Margot, avec des prises de liberté nécessaires pour adapter, passer du roman à une série qui a une temporalité spécifique. Oui, c'est plus long. Non, mais je vous dis ça pas pour faire une taquinerie, c'est vrai. Oui, alors, la première chose, c'est que c'était un roman qui était, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, écrit à la première personne. Donc il fallait faire tout un travail sur les personnages parce que sinon on se serait trouvé avec des images, à coller une voix off et on n'aurait pas fait grand-chose. Là, il y avait tout un travail de transformation comme ça. Et puis après, comme c'est aussi des pensées et des événements, il fallait trouver des péripéties qui allaient incarner ce qu'ils traversaient émotionnellement. Donc c'est effectivement un assez long travail. On avait fait une première version où on collait beaucoup au livre et dans lequel c'était très intéressant parce que les ados à risquer leur vie, à tester la mort, ils finissaient par reprendre goût à la vie. C'est-à-dire que le roman était jalonné de péripéties assez folles. Ils traversaient le périph' les yeux fermés, ils montaient sur des bus. Enfin. Et là, le diffuseur nous a dit non, c'est pas possible parce que ça peut être. Mais ça a été une question qui était latente pendant toute la première partie de l'adaptation. Ça peut être une incitation à le faire, donc ça marche pas. Et alors là, on est rentré dans une deuxième phase d'écriture où il a fallu gratter qu'est-ce qui pourrait les mettre en danger sans traverser le périph' les yeux fermés. Et c'était d'aller confronter
leur problème, en fait. Et donc, pour l'un des personnages, c'était d'aller voir son père, l'autre d'aller voir sa meilleure amie à l'hôpital dans le coma. Je vous spoil pas tout, parce que allez voir la série, c'est vrai. Et là encore, il y a eu un travail passionnant et très, très créatif, avec, encore une fois, l'écriture de Manon qui nous inspirait, qui nous soufflait de jamais lâcher l'affaire, et c'était un chouette accompagnement. Voilà. Et alors, dernière chose, pour pas être trop longue, il fallait trouver la sérialité aussi. Et là, comme on était dans une histoire dramatique, on a essayé de faire des étapes. En fait, on a construit des étapes. Et chaque épisode est une étape dans le chemin de résilience des adolescents, et à travers ce qu'ils ont vécu dans le passé, et à travers ce qu'ils vivent au présent, dans la ville, la nuit, l'un et l'autre. Alors en fait, on voit que vous, du coup... Je voulais juste compléter par une chose, parce que comme le disait Margot, et le soulignait Margot, c'est que le livre est écrit à la première personne, il est vu des deux points de vue des adolescents, et il est surtout rythmé par des défis. C'est-à-dire que chaque chapitre est un défi, et plus on avance dans le livre, et plus les défis vont loin, jusqu'à effectivement traverser le périphérique, se jeter sur les rames du métro. Voilà. Donc on savait dès le début qu'il y avait quand même une complexité par rapport à ça, mais dès le début, on savait que de toute façon, le seul partenaire pour nous avec lequel on pouvait travailler et prendre le risque de mener ce développement, c'était France Télévisions. Parce qu'avec France Télévisions, effectivement, on peut prendre du temps, on peut justement discuter des limites, jusqu'où on peut aller. Et donc, c'est ce qu'on a fait. C'est le premier travail qu'on a fait, c'est de rester assez fidèle au livre. Et en s'apercevant qu'à la fin, effectivement, en format sériel, ça ne fonctionnait plus d'aller là. Donc, il a fallu effectivement retrouver des ressorts de dramaturgie qui nous ramenaient sur un format sériel. Et ça, effectivement, on a pu le faire aussi grâce au travail avec France Télévisions. Alors on le voit bien, rester fidèle au livre, ça c'est l'esprit évidemment, mais on est quand même obligé de prendre un peu le large, prendre des libertés par rapport au texte. Cécile, est-ce que les auteurs ils lâchent facilement leurs droits? Est-ce que pour eux c'est pas, est-ce qu'ils font ça facilement? Alors bonjour à tous et à toutes. Il faut savoir que le contrat d'adaptation audiovisuelle est un contrat séparé du contrat d'auteur principal. Ça, c'est la première chose à savoir, et ça dit l'importance et la spécificité de la session audiovisuelle, à la fois pour les producteurs, bien sûr, distributeurs, mais aussi pour l'auteur et pour sa maison d'édition. Ensuite, ça dit la liberté de l'auteur, dans certains cas, qui peut décider de confier ses droits d'édition par un contrat principal à une maison, mais ne pas lui confier ses droits audiovisuels. Alors, j'ai connu un peu tous les cas de figure. L'expérience m'amène à dire que parfois les auteurs vous disent « Ah mais oui, mais attends, bouge pas. Je connais des producteurs, j'ai un pote à Canal, à France Télé, je sais mieux que toi, et en plus, moi, je veux garder mes droits. » Donc, moi, j'ai toujours eu tendance à respecter la volonté de l'auteur et à suivre son inclination. Bien souvent, la maison d'édition est tout à fait équipée pour vendre des droits audiovisuels qui, encore une fois, représentent une partie technique, très technique et particulière dans la négociation des droits d'une œuvre littéraire. Donc, il n'est pas rare non plus qu'un auteur ayant fait chou blanc ou n'ayant pas parvenu, ou ayant lui-même confié ses droits à un agent, revienne à la maison et disent en fait, comment est-ce qu'on peut... Voilà. Donc, moi, je travaille chez Point. Point est une filiale du groupe Média Participation, adossé au Seuil. Et on a la chance chez Média d'avoir un service très puissant qui s'appelle Mediatoon, qui est bien plus qu'un agent, qui est un département transversal et qui passe toute sa journée, toutes ses semaines, tout son temps avec des gens comme vous. Et les contacts sont multiples pour occasionner des possibilités d'adaptation audiovisuelle. Donc voilà, je dirais juste, je ne veux pas être trop longue non plus, mais que l'intérêt de l'auteur, c'est évidemment que son texte soit adapté dans une œuvre audiovisuelle, qu'elle soit cinématographique ou audiovisuelle. C'est une reconnaissance ultime. C'est vraiment quelque chose qui lui fait infiniment plaisir. Et parfois, ça donne lieu à un peu de grippage parce que les auteurs ont du mal à lâcher l'affaire. Il faut des professionnels pour leur expliquer que un texte écrit, c'est un texte écrit et une œuvre audiovisuelle, c'est une autre œuvre créative. Mais
Voilà, je pense qu'avec les bons arguments et à la clé, une belle série ou un beau film, ça le fait. Parce que le Centre national du livre, il estime qu'en ce moment, il y a 700 œuvres littéraires françaises qui sont sous option de développement. On doit penser quoi de ce chiffre? Que c'est beaucoup, que c'est une pratique devenue vraiment courante. On est édité et en même temps on signe les droits presque. Je pense que c'est indéniable qu'il y a une très belle effervescence. Les séries, l'abondance des séries a renouvelé en fait la création, la créativité. Le cinéma a toujours montré beaucoup d'appétence pour le livre. Le développement des plateformes aussi. La multiplication des plateformes digitales, l'explosion de tous ces modes d'expression. Et le livre aujourd'hui correspond aussi à quelque chose de... Voilà, ça représente un support assez sécure pour des producteurs. Ils ont un truc qui existe. Alors après, bien sûr, il faut réécrire, il faut adapter. Mais il y a une histoire, il y a des personnages et il y a une existence. C'est-à-dire que le livre existe, il a été ou il va être commercialisé puisqu'il y a tous les formats possibles de négociation. Et l'intérêt des éditeurs, c'est de travailler avec les producteurs. Et je pense que les producteurs voient beaucoup leur intérêt dans le fait de travailler avec des gens comme nous. Bertrand, vous en tant que producteur, justement, est-ce que vous gardez toujours un œil attentif sur les sorties de livres? Alors, une concurrence entre producteurs pour réussir à signer un droit d'option le plus vite possible quand on sent qu'un manuscrit a du potentiel? Alors, c'est vrai que moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a effectivement cette appétence sur l'adaptation et ce qu'on appelle, nous, les IP. Il faut absolument aujourd'hui avoir des IP. Il y a une surenchère en ce moment sur ça. Et comme vous dites, aujourd'hui, il y a 700 projets sous option. Il faut savoir qu'en général, il y a une option qui va jusqu'au bout sur 10 qui ont été signés. Donc, il y a 10% de taux de transformation, ce qui n'est pas énorme. Après, effectivement, je pense que... le partenariat entre l'éditeur et le producteur est extrêmement important parce que pour nous, l'éditeur, c'est aussi un filtre par rapport à l'auteur et que l'auteur puisse comprendre aussi le travail que veut faire le producteur. Mais surtout, le producteur doit aussi avoir une vision de l'adaptation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on prend un bouquin, qu'on aime le bouquin, que forcément on saura l'adapter ou on aura envie de l'adapter. Ce que je disais, c'est que le taux de transformation est plutôt faible dans ce domaine. Nous, actuellement, dans notre société de production, on a travaillé majoritairement sur de l'adaptation et on a un taux de transformation plutôt à 100%. Et justement, en ayant un vrai travail d'adaptation, c'est-à-dire qu'une fois de plus, moi j'aime beaucoup ce terme parce que c'est pas juste prendre le livre et se dire je le transforme en scénario. Non, c'est vraiment adapter. Le premier livre qu'on a adapté, on l'a complètement transformé. C'est-à-dire que c'était un livre qui était masculin, on l'a féminisé, on a totalement changé l'environnement. Par contre, on a gardé le cœur, on a gardé le concept. Et là-dessus, effectivement, l'éditeur était un vrai allié pour nous, pour effectivement pouvoir expliquer à l'auteur qui avait un petit peu de mal à lâcher cette transformation. C'est ce qui nous a permis de le faire. Et à la fin, il nous avait quand même lâché cette phrase que j'aime beaucoup quand les auteurs nous le disent, je vous laisse trahir mon œuvre. Parce qu'une fois de plus, effectivement, c'est une trahison. Mais c'est là où parfois je trouve, et nous, ce qu'on a quand même réussi à faire, c'est cette complémentarité entre le livre et le format audiovisuel. C'est-à-dire que ce qu'on a réussi à faire, c'est que justement, quand on voit les commentaires, et notamment les lecteurs qui ont adoré le livre et qui adorent la série, trouvent une vraie complémentarité entre les deux et ne les opposent jamais. Il n'y a jamais de la série est mieux, le livre est mieux, il y a ceci, il y a cela. Non, c'est le même matériel qui est exploité d'une manière totalement différente. Un livre, on est seul dans sa chambre, dans le métro, dans machin. Une série, on peut la regarder à plusieurs, on peut être seul dans sa chambre, mais c'est un mode de consommation qui est complètement différent. Donc on raconte l'histoire de manière totalement différente. Ce qu'on va chercher nous dans les livres, c'est aussi ça, c'est des concepts qui permettent à un moment de pouvoir aussi retravailler les personnages, de pouvoir changer le support de narration. Est-ce que vous, Morad, à France Télévisions, vous privilégiez justement peut-être les projets qui sont adossés, les adaptations Non. Non. Pas forcément. Absolument pas, mais dans les faits, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne demande aucunement aux producteurs de venir avec des adaptations. On laisse libre aux producteurs et aux auteurs, autrices de venir. C'est vrai qu'on a une ligne éditoriale assez claire dans ce qu'on fait en international et jeunes adultes. Et sur une de nos parties qui est la recherche de grandes séries divertissantes pour un large public, c'est vrai qu'on a fait Zorro,
une adaptation. C'est vrai qu'on est en train de finir Lucky Luke, qui est une adaptation. On a fait 80 jours autour du monde, qui est une adaptation. On a annoncé Gulliver, qui sera une adaptation. Donc, le marché se structure quand même aussi sur ces grands projets autour d'adaptations. Il y a 1000... Pourquoi ? Parce que ça fait déjà résonner quelque chose chez les gens. C'est ce que vous disiez aussi, c'est beaucoup plus... Enfin, on a une Bible, ce qu'on appelle nous une Bible, c'est-à-dire toutes les informations nécessaires pour prendre la décision d'aller ou pas sur un développement d'une série. Et c'est vrai qu'avoir 400, 500 pages déjà écrites et souvent mieux écrites qu'un scénario, parce qu'en fait, vous avez un détail, un souci, une granularité de tout qui est quand même assez fabuleuse. Et donc, les chiffres de vente font que 500 000, c'est sympa, 1 million, c'est très intéressant, et 2 millions, tout le monde se bat pour avoir le bouquin. Et après, il y a les intemporels comme Le Comte de Monte Cristo, etc., qui font que si vous regardez les annonces quotidiennes des nouvelles séries, là, hier, la BBC a annoncé Pride and Prejudice pour la 100e fois. Et je suis sûr que dans 5 ans, on aura Les Misérables, etc. Donc, sur ces evergreens, comme on dit, sur ces intemporels, oui, il y aura toujours une appétence. Monte Cristo, vous avez tous vu le film avec Pierre Ninet. Nous-mêmes, nous avons une série qui arrive bientôt, faite par Billy Auguste, avec Sam Claflin dans le rôle titre. Voilà, il y a de la place pour ce type de grandes propriétés intellectuelles dont les gens raffolent. En fait, il n'y a pas de problème. Le téléspectateur ou le lecteur pourrait manger tous les 2-3 ans à Monte Cristo sans aucun problème, je pense. Sachant que la différence là, c'est que le Comte de Monte Cristo, par définition, il n'y a plus de droits à payer. Donc là, les producteurs sont extrêmement libres d'aller piocher dans ce qu'on appelle ces grandes IP, Intellectual Properties. Et là, ils s'en donnent à cœur joie parce que, ils s'en donnent à cœur joie. Après, il y a tout un travail de recréation, voilà. Mais tous ces titres intemporels qui sont des chefs-d'œuvre de la littérature classique, j'ai envie de dire, ils peuvent s'y intéresser et la création, du coup, est renouvelée puisqu'on est à peine sorti du grand film avec Pierre Ninet que déjà on a une nouvelle adaptation et autres. Alors que quand on travaille à partir d'un livre qui est sous droit, il y a un auteur, il y a un éditeur, la nature du travail peut être un petit peu différente aussi dans la collaboration en fait avec le producteur. J'ai oublié de dire, mais il y a une dernière adaptation américaine qui a été annoncée du Comte de Monte Cristo. Donc, voyez, on va peut-être alors regarder un petit peu du teaser de celle de France Télé. Alors, allez. Let me find that for I have sinned. When was your last confession? 15 years. I fear I am forsaken God. And have you? I was robbed of 15 years of my life. You're under arrest. The only woman I ever loved was taken from me in that time. Edwin! I'll come back for you! I've not been put on trial. I'm not a criminal. You're a spy working for Napoleon. This is a mistake. And now, I want revenge. God cannot grant me justice. I must achieve it by my own means. The treasure of Monte Cristo, I believe, still there. Find it. Use it to live a full life. The Count of Monte Cristo. All of Paris is talking about you, Count. A woman once lived here. She married and moved to Paris. I would have waited if I did not think you were dead. You must have hope. You cannot live without hope. I've spent the last 15 years in prison for a crime I didn't commit. I intend on finding out why. And when I do, I'm going to punish those responsible. No one is above the law. You're playing with people's lives. Well, they played with mine. I want to know everything. Especially their weaknesses. When planning revenge, dig your own grave first. Thinking of you is what kept me alive in there. Love can heal. The vengeance I will deliver will equal the crime.
as long as it takes. Yours sincerely, the Count de Monte Cristo. Ça a l'air super, on a hâte. Avec Jeremy Irons dans le rôle de l'abbé Faria. Anna Girardot, Sam Claflin, Jeremy Irons. Oui, un joli cast et un joli Lily casting. Auguste, double Palme d'Or à la réalisation. C'est une série d'initiative italienne sur laquelle est venue France Télévisions. Et puis alors là, il y a un petit peu, peut-être moins de complexité à feuilletonner, à être dans le récit série, parce qu'il faut rappeler quand même qu'au départ, Alexandre Dumas, il publie le roman sous forme de feuilleton dans la presse. Mais avant de revenir plus spécifiquement aux œuvres patrimoniales comme ça, je voulais vous demander, Cécile, on a bien vu que les livres, ils pouvaient être annonciateurs de beaux succès pour les films ou les séries qui étaient montées. Est-ce que réciproquement, elles génèrent, ces séries, ces films, est-ce qu'ils génèrent un engouement pour la lecture? Est-ce qu'il y a un effet boomerang? Alors, généralement, oui. Et Le Comte de Monte Cristo est un exemple exceptionnel. C'est quand même un film qui a fait 10 millions d'entrées l'année dernière. Il se trouve que nous, chez Point, on n'avait pas vraiment, ça paraît incroyable, mais de collection classique. Pourquoi? Parce que des classiques, il y en a partout, que d'autres que nous, on avait fait très bien. Voilà. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on propose une offre classique un peu renouvelée à nos lecteurs. Et on est parti sur un design un peu particulier, un peu chic, un peu retravaillé avec de la dorure, des rabats, quelque chose d'un peu élégant. Et on a remis sur pied un programme éditorial et on a décidé de recréer une collection. L'effet de collection est un élément important. Et donc on a publié Le Comte de Monte Cristo au début de fin 2023 pour le tome 1, début 2024 pour le tome 2. Et dans les négociations avec nos amis, il faut être rapide. Il faut être rapide et puis il faut être souvent, quand on est le plus important sur le marché, on a évidemment un attrait. Et c'était pas moi la plus importante. Donc malgré ma rapidité, etc., l'affaire de la cross-marketing a été emportée par un autre que moi. Mais votre question, c'est est-ce que ça a un effet sur les ventes? Et nous, c'est des titres, je vais vous dire la vérité, on était ravis de faire cette collection et de se lancer là-dedans. On avait budgété à quelques milliers d'exemplaires chacun des 2 tomes. 7-8 000, ce qui était déjà pas mal pour un bouquin. Et on est à quasiment 60 000 aujourd'hui sur ces 2 tomes. D'accord. Alors même, et je prends cet exemple à dessin, que j'avais pas forcément l'imprimature. Oui, alors que vous n'avez pas Pierre Ninet sur la couverture. Pas Pierre Ninet sur la couverture. Et j'ai envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que d'avoir Pierre Ninet sur la couverture, bien sûr c'est chouette. Parce que c'est un argument vendeur auprès des libraires, pour nos représentants, pour placer le... Voilà. Mais quand on rentre chez soi et qu'on a un livre, un vrai livre, avec une couverture un peu... trop cinématographique, c'est moins un livre de garde. Donc c'est un peu subtil ce que je suis en train de dire, mais je suis sûre que les gros lecteurs, les lecteurs amateurs comprennent. Donc l'idée maintenant, avec nos amis producteurs, et c'est pas une idée juste point, mais une idée qu'on partage, c'est de faire des choses, par exemple une bande amovible, la mythomane du Bataclan. Le livre qui a inspiré la série Vêtements sur Max. Et ça, c'est une bande qu'on enlève quand on en a un, mais qui fait un appel pour le consommateur. Ou encore Le Guépard. Alors là, c'est un peu paradoxal, mais vous allez comprendre tout de suite. Donc là, on a pris le visuel de la série, Le Guépard, qui est un titre qui existe depuis 30 ans au catalogue. Et là, on a juste mis
un petit macaron Netflix, puisque à regarder sur Netflix. Bon, c'est sobre, ça peut s'enlever et ça fait le job. Comme voilà. Mais voilà, ou encore Fabrice Sarfi, d'Argent et de sang. Donc ça a été la série phare sur Canal. Je suis navrée, mais j'espère qu'on va pouvoir conclure avec France Télévisions quelque chose bientôt. En tout cas, le livre qui a inspiré la création originale de Canal+, là aussi, c'est la couverture du livre habituel. On réimprime, on fait une remise en vente et on met une bande qui est un clin d'œil pour le lecteur et un appel pour le libraire. Donc, il y a mille et une manières de s'adapter. Et la réponse sur les adaptations de qualité, qu'elles soient cinématographiques ou audiovisuelles, j'ai envie de dire, il y a peut-être un tout petit plus sur les films au cinéma, mais on s'adapte vraiment par rapport au genre audiovisuel. Et oui, il y a un effet sur les ventes. Voilà. Ouais, un effet qui peut être spectaculaire. Il peut être, j'ai lu, par exemple, que pour Le Consentement de Vanessa Springora, qui était un film coproduit par Provence 2, les ventes avaient été multipliées par plus de 600 dans les 10 mois qui avaient suivi le film. C'est incroyable. Alors, les ventes peuvent repartir à ce point. Pas toujours, mais souvent. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous m'avez invité. C'est le format poche qui bénéficie de l'audiovisuel. Parce que souvent, on s'appuie sur un titre qui a déjà fonctionné, qui a déjà été publié. Et il peut se passer du temps entre un moment où on conclut un contrat et une adaptation. Et donc, le temps laissé au format poche pour s'installer. Et c'est vrai qu'un format poche, c'est 2 fois et demi moins cher qu'un grand format. Et avec un peu d'astuce et tout un travail qui est fait sur le plan marketing, avec encore une fois la production, on peut effectivement multiplier par 4, 5 ou X les ventes d'un bouquin. Pour Le Consentement, c'était aussi beaucoup TikTok. Donc, juste pour aussi non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que là aussi, c'est encore une autre. Le film a profité d'énormément d'échos sur la plateforme TikTok, qui fait que le film a augmenté de façon exponentielle ses entrées et in fine, peut-être les chiffres que vous avez donnés sur le rebond en vente du livre. Mais donc là, il y a eu un effet cumulatif. Ouais. Enfin, mais l'origine, c'est quand même... le film, beaucoup de bruit sur TikTok, des gros relais. Tout le monde, c'est un cas d'école. Le Springora Consentement et TikTok, tout le monde en parle. Nous-mêmes, on a un livre qui s'appelle Damné, qui a été adapté par une société néerlandaise. On a profité de l'écho d'un booktalker qui a beaucoup aimé le fait que son livre favori d'année a été adapté en série. Il a fait son petit truc sur TikTok. Et notre série qu'on avait achetée, parce qu'on lui trouvait beaucoup de qualité, a explosé sur notre plateforme. Donc d'un seul coup, voilà, si j'étais producteur et si j'étais nous, je passerais beaucoup de temps sur TikTok pour promouvoir nos programmes. Ben, en fait, ceci dit, les promotions qu'on fait, je rebondis sur ce que vous dites, on travaille beaucoup quand on fait des promotions conjointes avec des post-cross ou des cross-posts, des places à gagner et des concours qu'on véhicule sur nos réseaux sociaux, sur des livres à gagner, des places de cinéma. On travaille beaucoup avec des influenceurs, donc... Et c'est clair que ça a un effet absolument démultiplicateur à la fois sur le film et sur les entrées et sur les ventes du livre. Alors, il y a une étude qui vient de sortir du Centre national du livre et qui dit que l'écran continue de grignoter le temps qui était autrefois imparti à la lecture et qu'en France, on n'a jamais aussi peu lu. Est-ce que le fait que une série, un film ou même TikTok, finalement, est-ce que on peut envisager que l'écran, finalement, ramène à la lecture ? Tout à fait, absolument. Les 60 000 exemplaires du Monte Cristo, je vous dis, j'en aurais fait en temps normal, gentiment, 10 000. Et encore, j'aurais été contente parce que voilà, c'est une fabrication soignée, on fait ça avec beaucoup de soin, etc. Mais... Et puis, il n'y a pas de prescription pédagogique particulière sur le Comte de Monte Cristo en ce moment. Mais jamais on aurait imaginé une vente pareille. Donc oui, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment un travail conjoint et mutuellement profitable.
Nous, les retours de l'éditeur sur Nos vies en l'air sont assez positifs parce que, effectivement, une frange de population qui n'aurait pas lu le livre a regardé la série et la série a donné envie de lire le livre. Et tout ça, il y avait un travail qui était conjoint aussi avec les réseaux sociaux et notamment les échanges qui pouvaient être faits sur des gens qui avaient déjà lu le livre, qui avaient vu la série et qui parlaient de cette complémentarité. Donc, ce qui a donné envie à ceux qui n'avaient découvert que la série de se précipiter sur le livre. Et alors nous, en plus, on avait pris l'affiche de la série pour la rééditer sur le livre. Donc là, c'était extrêmement identifiable avec le bandeau France Télévisions, ce qui pouvait nous ramener aussi directement sur la plateforme. Donc là, il y avait un vrai miroir. Et oui, ça a permis quand même de rééditer le livre et d'avoir un certain succès, quoi. Donc, je m'adresse au public. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ou des expériences à nous faire partager ? Bonjour. Petite question donc, sur le fait du retour. Donc ça fait cinéma, retour au livre. Là, du coup, on parle de donner le goût de la lecture. Donc là, vous parlez des livres qui ont été adaptés, des adaptations qui renvoient au livre. Mais est-ce que vous pensez que ça ouvre une porte sur la lecture en général ? Ou est-ce que ça se réduit juste... Enfin, c'est déjà très bien, c'est déjà lire. Mais est-ce que c'est un moyen de re-rentrer dans la lecture pour les personnes ? Alors moi je suis assez persuadé que oui, ça peut être un bon vecteur pour rentrer dans le livre. Je reprends l'exemple là de Nos vies en l'air. Des gens qui du coup ont découvert Nos vies en l'air en série, qui après sont allés voir ont acheté le livre, ont acheté d'autres livres de Manon Fargeton. Donc déjà ça a permis pour elle, et sachant qu'en plus Manon Fargeton elle a cette particularité de faire aussi bien de la littérature jeunesse qu'adulte, soit seule, soit à quatre mains, donc c'est assez divers, c'est assez diversifié, donc ça a permis effectivement à des gens de tout un coup de découvrir la littérature. Moi je suis assez d'accord, je trouve que ça donne des sensations différentes la lecture, et que déjà de retrouver de bonnes sensations en lisant un livre à partir d'un film ou d'une série qui nous a plu, nous réconforte en fait avec le plaisir de lire. Et je pense que la lecture est un effort mais un plaisir, ou un plaisir après un effort. Donc, mais c'est un plaisir très singulier en fait, ou une sensation singulière. Et je suis persuadée que de reprendre... Voilà, de se dire, j'avais pas lu depuis longtemps, j'ai lu ça, ça me redonne envie, voilà. Et puis, en tout cas, moi, je veux y croire. Moi, après, je suis autrice de scénario, mais je trouve que ce qui est vraiment bien dans ces boomerangs et ces ping-pong, c'est que ça nous permet de communiquer et communier, nous, entre le monde du livre et le monde de la télévision ou du cinéma, et que c'est des flux comme ça qui circulent. Moi, rencontrer Manon, ça m'a beaucoup apporté. Je crois que c'est réciproque. Et les idées circulent, les personnages circulent. Ça a été pour elle très intéressant de voir comment j'ai travaillé ces personnages. Et ça, tout ça, je pense que c'est absolument bénéfique. Et je pense que les jeunes, ils sont sensibles à ce foisonnement de partage d'idées et de création. Et je pense que ça donne envie. Ça véhicule aussi pour eux une curiosité, quoi. On ouvre l'éventail des possibles en fait, en faisant ça. Donc pour moi, c'est une démarche qui est très positive de ce point de vue-là. Surtout, j'imagine, avec des adaptations comme Monte Cristo, les jeunes ne sont pas forcément non plus attirés par la littérature classique. Alors c'est vrai qu'Alexandre Dumas, c'est une porte d'entrée un peu magnifique et sublime même, mais néanmoins ça fait toujours un peu peur aux jeunes, ces gros pavés, c'est Monte Cristo. Une fois qu'on a vu le film et qu'on décide d'aller, j'imagine que ça peut avoir un effet entraînant. Alors, vous parlez je ne sais pas si on a des chiffres là-dessus ou des indicateurs, notamment sur les jeunes. Je ne sais pas, mais vous parlez des gros pavés. Est-ce que ça décourage, voilà. Moi, j'observe qu'il y a beaucoup d'auteurs, notamment de thrillers, de polars, qui écrivent des gros pavés et qu'on avale. Harry Potter est très gros. Harry Potter est un exemple magnifique. Je ne sais pas, il y a au moins 7 ou 8 tomes.
800 pages. Voilà. Il y a beaucoup de titres. La romance est aujourd'hui un genre très en vogue. Et quand on aime, on compte pas beaucoup. Hein. Il y a des gros pavés de romance, là aussi. Hein. Alors après, il y a un savoir-faire, il y a des personnages attachants, il y a des ressorts. Hein, mais je suis pas sûre que ce soit... je pense que ça peut ne pas décourager et qu'au contraire, on peut s'y plonger. Oui. Oui, c'est vrai, comme dit ma chère camarade. C'est vrai qu'Alexandre Dumas a 13 ans, vas-y. Mais, surtout quand c'est la prof qui impose, qui demande de lire le livre, quoi. Mais c'est vraiment au cas par cas. cas. Là, c'est une autre porte d'entrée qui peut être... voilà, c'est pas la prof qui le demande, mais on a vu le film et c'était superbe et on a envie de prolonger ce plaisir-là. Mais là, c'est Monte Cristo, c'est quand même le point aberrant de la moyenne. C'est exceptionnel. Ils sont à 10 millions, tout le monde n'a parlé que de ça. Donc, évidemment qu'on a envie de le... Moi, je ne l'ai jamais lu, j'ai envie de le lire, de le relire. C'est comme pour Proust, j'ai envie de le relire. Mais oui, mais si on prend en moyenne les adaptations de séries, je ne suis pas sûr qu'on atteint ces niveaux stratosphériques. On doit être ça doit faire le job effectivement du transfert vers la lecture, mais pas à des niveaux qui renversent la table à chaque fois. Il y a juste peut-être un petit... Peut-être, de dire déjà que les Américains s'intéressent au Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, qui est une œuvre qui a pas loin de 200 ans, je trouve ça incroyable en fait. Ça veut dire qu'il y a des œuvres intemporelles qui se sont intéressées aux Les Misérables a été multiples fois Notre-Dame de Paris. Il y a des œuvres absolument magnifiques. Donc on voit bien que quand même le rôle de l'écrit, des mots, porte au-delà des... Voilà. Après, la lecture, c'est aussi une rencontre. Ça peut être éducatif. Il y a des livres chez moi à la maison où il n'y en a pas. On a des parents qui aiment ou qui n'aiment pas, qui ont le temps. Et puis à un moment donné, il peut y avoir une rencontre. Donc c'est vraiment une... Voilà, j'en tirerai pas de conclusion définitive, mais je pense que c'est toujours une merveilleuse occasion, quand on voit un film, de savoir qu'il est adapté d'une œuvre littéraire. Ça peut susciter la curiosité. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que dit Régine Chandeau dans l'étude, à propos de l'étude au CNL, c'est vraiment ça. Il y a quand même une espèce... Alors, effervescence, je ne sais pas, il y a toujours eu des liens très étroits entre le cinéma, la télé et le livre. Hein, pour contextualiser, il y a 12% des séries européennes, des films et des séries européennes qui sont adaptés d'IP, pas simplement de livres, de romans, mais d'IP, entre 2015 et 2022. Donc c'est 10%. Mais ces 10%-là ont un écho démultiplié parce que, encore une fois, quand hier ou avant-hier, on a annoncé Pride and Prejudice, on a annoncé un casting de folie, un réalisateur de folie, etc. Donc souvent sur ces adaptations littéraires, on sécure des talents triple A qui viennent sur ces bouquins contemporains ou intemporels. Mais les adaptations en général, c'est 12%. 90% des séries et des films que vous regardez sont des œuvres originales avec des auteurs juste comme mademoiselle à côté de moi. Et donc, je ne sais plus. Et donc, il y a un effet démultiplicateur du livre parce que ça sécure des talents. On sait que ça, nous, d'un point de vue risque, on en prend un peu moins. Donc voilà, c'est vrai que je voulais juste remettre le chiffre parce qu'on dirait qu'effectivement, il n'y a que des adaptations. Pas du tout. Il y a 90% d'œuvres originales. Mais par contre, les 10% font du bruit comme jamais. Puis j'ajoute que les scénaristes sont souvent des lecteurs. Les producteurs peuvent être des lecteurs. Ils sont amateurs à titre personnel de littérature. Donc ça crée aussi de la curiosité pour... voilà. C'est sûr que donner vie à un texte... c'est mon métier et c'est absolument passionnant et c'est d'autant plus valorisant quand on peut par exemple reprendre des phrases parce que je pense le Comte de Monte Cristo, j'ai pas travaillé dessus, mais je me dis quand même que pour les jeunes qui effectivement sont effrayés par le nom, la réputation du livre et ce que ça raconte, c'est quand même une épopée, c'est solide comme histoire, quoi. Et je suis sûre qu'il y a certains dialogues qui sont tirés du Comte de Monte Cristo. Donc, on revient à une certaine oralité dans la transmission de ce texte. Et voilà, je suis sûre que Alexandre Dumas serait très heureux que son texte soit vivant, en fait. Voilà.
Et, Très fière, oui. C'est quand même pas non, mais beaucoup d'œuvres qui lui rendre- traversent, oui, c'est ça, ça donne de la vie. Quoi. Donc, et oui, nous, on est tous des auteurs. Enfin, moi, si je suis allée vers ce métier, c'est parce que j'ai lu beaucoup de livres et que j'adorais me plonger dans la lecture. Et, donc oui, j'espère que ça transmet ça aussi quand on regarde une série ou un bon film. Mhm. On avait une question. Bonjour, bonsoir. Vous avez dit que les auteurs sont réticents pour céder les droits relatifs à l'audiovisuel. Ils ne veulent pas céder les droits audiovisuels. Comment sont rémunérés les auteurs? Ils sont rémunérés quand on cède des droits audiovisuels, on cède un droit d'adaptation. Donc en général, il y a une somme d'argent qui est versée par le producteur intéressé. Et il y a des droits. Cette somme d'argent qui est versée par le producteur, elle est valable pour une option pour faire le film pendant une certaine durée. Si au bout de la durée qui a été contractée, le film n'est pas fait, il n'est pas lancé, il n'est pas... Alors il faut que le producteur repaye pour, comme on dit, renouveler l'option. Et il faut que l'éditeur accepte, ou l'agent de l'auteur, au nom de l'auteur, de renouveler cette option. En général, ça se fait. Et il y a une nouvelle négociation qui est faite, mais bien souvent, les auteurs considèrent que ces négociations de départ sont impliquantes, mais pas complètement convaincantes. C'est-à-dire qu'on attend que le film se fasse. Voilà. Alors, soit l'auteur est patient, l'éditeur aussi, et ça se fait. Soit, au bout d'un moment, il y a un certain nombre d'options qui ont été renouvelées, eh bien, l'éditeur, l'auteur récupèrent leurs droits. Voilà. Alors après, quand le film se fait, alors là, il y a toute une négociation de droits qui peut être corrélée au nombre de salles, au nombre d'entrées, enfin, intéressée aux ventes du film à l'étranger. C'est une négociation qui est plus technique, mais qui est liée au succès du film, grosso modo. Enfin, je ne sais pas si vous voulez compléter... Non, mais je pense à quelque chose que je ne sais pas s'il y a des auteurs là, qui nous écoutent, mais il y a aussi, on n'en a pas parlé, des adaptations qui commencent mais qui n'aboutissent pas. Donc c'est vrai que j'ai travaillé moi avec deux autrices en particulier. On avait pris une option sur leur livre et on avait essayé d'adapter et finalement la première, ça n'avait pas donné suite chez le diffuseur. Mais et la deuxième, on a essayé d'adapter et puis on a vu que ça fonctionnait plus pas et du coup on a abandonné. Et c'était très très dur pour les auteurs d'encaisser ça, parce qu'effectivement ils s'étaient projetés déjà dans le fait qu'on parle de titres optionnés. Donc ils sont optionnés, ils sont conservés chez des producteurs, il y a une bonne chance que les films se fassent, mais parfois ça peut ne pas. Voilà, donc la rémunération évidemment est bien différente si le film se fait ou s'il ne se fait pas. Ils sont optionnés pour faire un développement, donc tout ça est vraiment très en amont, très en amont. Et il y a un projet sur deux qui ne trouve pas de financement. Donc c'est vrai que c'est le regagnant du loto. il y en a peu, mais il faut jouer. Et je peux vous dire que quand on réussit à vendre des droits à un producteur, il y a forcément un coup de cœur. Il y a une envie en tout cas. Et donc cette envie-là, elle est reçue de façon très positive par un auteur. Déjà, c'est le début. Faut y croire. Une question. Merci beaucoup. Pardon. Désolée d'avance, j'ai perdu ma voix aujourd'hui. Je sais que beaucoup de livres sont adaptés au film aussi récemment, mais aussi il y a une autre forme, comme le théâtre musical, par exemple. Par exemple, Le Magicien d'Oz, qui commençait un livre, après un film, après un autre, inspiré notre livre, et beaucoup. Et finalement, nous avons un film de Wicked. Attends. Pensez-vous que cette diversité de formats permet de mieux transmettre les émotions et les messages que l'œuvre originelle notamment peut nous dire, spécialement pour la personne qui sont neurodiversité, non? J'allais répondre. Bah, Pas bien.
je vois plus une sorte de rentabilité. En fait, là, on parle presque d'une marque plus que d'une œuvre. Et donc là, si j'étais producteur, mais j'exploite tout. Donc ça peut être des jouets Wicked, ça peut être. Donc c'est plus l'idée de rentabiliser son investissement. Et c'est vrai qu'après, pourquoi pas une pièce de théâtre, pourquoi pas un musical, pourquoi pas, etc., une bande dessinée, pourquoi pas un jeu vidéo, pourquoi pas. Tout l'univers est ouvert après. Mais pour arriver à ouvrir cette porte, il faut avoir une marque qui marche auprès. Il faut avoir un succès exceptionnel pour réussir à faire ces déclinaisons du t-shirt chinois au musical à Londres. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que quand nous, on prend une option, l'option, elle est quand même encadrée. C'est-à-dire qu'on peut avoir une option sur des droits audiovisuels, sur des droits cinématographiques, sur des droits d'adaptation au théâtre. Et plus on va prendre de droits, et plus ça va nous coûter cher, bien évidemment. Après, on peut avoir un droit de premier regard en fonction de ce qu'on a fait, parce que derrière, il peut y avoir effectivement un livre audio. Là, typiquement, c'est ce qui s'est passé sur Nos vies en l'air. Mais l'autrice avait conservé ses droits sur les livres audio, donc ça s'est fait au travers de la maison d'édition. Mais voilà, donc effectivement, pour nous, le Graal, ça serait de pouvoir tout avoir, parce que si on a un succès, après oui, on peut aller jusqu'au mug et puis faire des t-shirts comme disait Morad, mais bien évidemment, si on peut en faire une pièce de théâtre, si on peut en faire toutes les déclinaisons, voilà. Mais on les a pas forcément dans l'intégralité quand on négocie les droits sur une œuvre. Mais à la question originelle de cette jeune femme, moi j'ai cru comprendre que vous vous demandiez si c'était une expérience différente, c'est ça, ou plus ou moins enrichissante, s'il y avait une hiérarchie de valeurs dans l'expérience, soit littéraire ou audiovisuelle. Vous avez eu la réponse commerciale. Je vais tâcher de... Pardon, excusez-moi messieurs. Je crois que c'est... Voilà, je ne mettrai pas de hiérarchie, moi. Je trouve que votre question est intéressante pour ça, mais je ne mettrai pas de hiérarchie et... Tant que les auteurs, les producteurs et les diffuseurs visent à une très bonne qualité de l'adaptation, je crois que ça peut être une expérience très différente et tout aussi forte, en fonction de l'affinité qu'on a pour la littérature ou le cinéma. Bon, ben voilà, je crois que c'est la fin de notre petit débat. On s'est un peu éloigné du cœur du sujet, mais quand même, moi, ce soir-là, je suis un peu réconfortée de me dire que, quelque part, les écrans, pour envahissants qu'ils soient, peuvent parfois nous ramener aussi à la lecture. Et ça, c'est assez réconfortant, ouais. Bonne soirée à tous. Merci.